Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible au Congo sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 9, sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 573 sur le reste du continent et enfin sur Free Canal 426. Et bienvenue dans ce spécial NCA au cœur de la campagne électorale au Congo et en direct de Brazzaville. Nous poursuivons donc notre série de débats thématiques dans le cadre de la campagne électorale au Congo et le numéro de ce jour est consacré à une thématique importante, à une problématique assez importante, la question des infrastructures. Les infrastructures comme levier de diversification économique, état des lieux et perspectives. C'est le thème de notre débat de ce jour où j'ai le plaisir de recevoir 4 représentants, 2 candidats. Olga Akilangongo, les infrastructures sont au cœur de la campagne du candidat dont vous êtes la porte-parole en charge des infrastructures et de la diversification économique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire une sorte d'état des lieux des infrastructures dans votre pays, le Congo. Merci à vous, Richard, pour l'invitation aussi. Eugène Mbongo Bilon, l'homme qui, avec le candidat Joseph Kiyombi Kia Mbungu veut une nouvelle gouvernance au Congo. Le candidat que vous représentez à cette table est le leader du parti La Chaîne. Alors, allez vous aussi vous opposer sur la question des infrastructures au candidat Denis Sassou Nguesso. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci pour l'invitation. Chris-Antoine Walembo, l'homme qui pense que très peu de choses fonctionnent au Congo. Vous voulez avec destin gravé transformer structurellement le Congo. Mais que proposez-vous sur le plan des infrastructures dans votre projet de société? On en parle au cours de cette émission. Merci. Je te remercie, Richard. Jocelyne Espoir Kisangou, vous êtes enseignant et vous êtes le porte-parole du candidat Euphrem Dave Mafoula, le leader des souverainistes. Alors, quelles sont ces propositions en termes de construction d'infrastructures dans l'offre politique que vous proposez aux Congolais? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Les infrastructures semblent occuper une place de choix dans les politiques publiques au Congo. La création d'un ministère des grands travaux est sans aucun doute une illustration. Mais avant de parler de la politique en termes d'infrastructures du candidat Denis Sassou Nguesso, suivons ce reportage de Denis Mukikam Bemba. En République du Congo, le plan national de développement 2022-2026 mise sur les infrastructures pour moderniser le pays et stimuler l'économie. La réhabilitation de la RN1, l'extension du port de Pointe-Noire, la construction des nouvelles routes, la liste n'est pas exhaustive. Dans ce cadre, le président Denis Sassou Nguesso a procédé ces derniers jours au lancement de plusieurs travaux de réhabilitation, notamment ceux de la RN4, un axe stratégique pour le commerce et l'intégration régionale, et ceux du corridor 13, lancé le mercredi 25 février. La cérémonie que vous présidez ce jour est non seulement un signe d'engagement solennel, mais surtout l'expression de votre volonté constante d'améliorer le bien-être de nos populations. C'est un autre acte concret d'une importance capitale, car il va lever le verrou de l'enclavement physique de la partie septentrionale de notre pays. En effet, après avoir vaincu la Vasière à travers la route Ifondo-Dongo et Pena, traversé le Mayombe avec la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville et permis la construction de la route Brazzaville-Ouesso, traversant la vaste forêt équatoriale. Les usagers de la route en général et ceux du département de la Likoala en particulier sont heureux de voir briser chaque jour le mythe des entraves à la libre circulation des personnes et des biens qui a longtemps hanté les populations. C'est dans le même élan que le président Denis Sassou Nguesso a donné le vendredi 27 février à Brazzaville le coup d'envoi de la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, infrastructure historique reliant Brazzaville à Pointe-Noire. Sa modernisation vise à renforcer le transport des marchandises, réduire les coûts logistiques et redonner au Congo sa position stratégique de pays de transit entre l'interland d'Afrique centrale et la façade atlantique. Au titre de la voie ferrée, le remplacement systématique des anciens rails de la voie principale, le remplacement des traverses en bois par les traverses en béton, l'engraissement des assises en ballast, bref, la reconstruction complète de la voie, des ouvrages d'art et du tunnel lent. La vétusté des gares ferroviaires
recommande leur reconstruction, leur rénovation et une modernisation en conformité avec les standards internationaux. Les travaux suivants sont inscrits, sans être exhaustifs. Le développement des corridors routiers, ferroviaires et portuaires favorise l'intégration territoriale, stimule les activités économiques locales et améliore l'attractivité du pays. À terme, ces infrastructures devraient soutenir la diversification économique et positionner durablement le Congo comme un hub logistique et commercial majeur en Afrique centrale. Le Congo est en pleine reconstruction, rénovation, dit le ministre Jean-Jacques Bouya, ministre des Grands Travaux. Chris-Antoine Walembo, je sais que dans les émissions précédentes où je vous ai reçu, vous avez dit qu'au Congo, dans votre pays, il y a plus de com que de réalisation. Mais là, les éléments que nous venons de voir, il s'agit aussi de la com? Mais ces éléments-là, c'est une projection. Le candidat sortant, Denis Sassou Nguesso, est en train de poser des pierres ou d'inaugurer le début des chantiers. Ce qu'on attend de lui, c'est le bilan par rapport à ce qu'il a déjà fait, puisqu'il est là au pouvoir depuis longtemps. Donc, je pense que le débat va se focaliser sur ce qu'il a réalisé pour le pays, avec quels moyens, avec quel coût, et est-ce que ce qu'il a réalisé est suffisant? Est-ce que les Congolais, ses compatriotes, qui sont invités à le porter de nouveau à la présidence de la République, sont satisfaits? Je crois que le débat, c'est celui-là. Donc, vous me montrez un reportage sur des projets qu'il varie. C'est vrai, j'ai vu la route lourde qu'on appelle, puisque celui qui a parlé là, le turiféraire du président sortant, qui doit être maire ou je sais pas quoi, là-bas, dans la Nicolas, oui. Pierre Iboko. Oui, il a parlé que le président a vaincu la vasière, il a vaincu je sais pas quoi. Et bon, nous allons démontrer ici que on pouvait mieux faire. On peut mieux faire, effectivement. Voilà. Alors, effectivement, c'était un reportage qui s'inscrit dans le compte rendu du plan de développement national 2022-2025. Mais ce que dit votre compatriote est censé, nous sommes en campagne électorale, on est plus préoccupé par le bilan que par les projections, comme il dit, pas ce qui est prévu. Alors, vous êtes à cette table, Madame Akilangongo, la personne qui représente le président, enfin, le candidat Denis Sassou Nguesso et qui est en charge des infrastructures. Parlons du bilan. Qu'est-ce qui ces 5 dernières années et s'est amélioré ou du moins a été fait sur le plan des infrastructures et pour améliorer la vie des Congolais que vous mettez en avant pour susciter ou pour demander à nouveau le suffrage de vos compatriotes congolais? Merci Richard pour la question. Il est vrai qu'on doit parler du bilan. Le bilan, il n'est pas un bilan, il y a une évaluation qu'il faut faire par rapport à ce qui a été fait entre 2021 et 2026 à ce jour. On sait que il y a pas que la route nationale 1 qui a été réalisée par notre candidat durant sa magistrature. On a eu aussi la réhabilitation de la route nationale 2 qui va de Brazzaville jusqu'à aujourd'hui Oyo en allant jusqu'à la Songa. Il y a eu aussi la construction de la route qui emmène jusqu'au Cameroun. Donc on peut dire que le bilan, il y a rien eu. Mais il faut aussi rappeler que sur la période 2021-2026, on fait face quand même à des situations qui ont ramené le Congo à pouvoir justement retrouver ses équilibres macroéconomiques pour pouvoir justement continuer ses projets d'infrastructure. Un des éléments fondamentaux qui est à prendre en ligne de compte, c'est que la première des infrastructures, c'est laquelle? C'est la paix. Si vous n'avez aucune stabilité politique, sécuritaire, vous ne pouvez rien construire parce que la paix reste le socle. Et pour cette infrastructure-là, je pense que notre candidat a fait montre d'une responsabilité vis-à-vis de sa place par rapport à la place qu'il occupe en tant que chef de l'État, de ramener la stabilité et la sécurité au niveau de notre pays pour pouvoir justement continuer la marche, voire l'accélération vers le développement. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Monsieur Kisangou, ce que dit Madame Akilangongo, vous qui enseignez la philosophie, c'est profond. La première infrastructure, c'est la paix. C'est-à-dire que on peut beau construire tout ce qu'on veut. Quand vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas en jouir. Vous ne pouvez pas en profiter. Oui. Donc, au titre du bilan en termes d'infrastructure,
et je suis à l'aise en vous posant la question à vous, philosophes, Madame, mais en avant la paix, la sécurité et la stabilité. C'est un discours qui part chez vous. Alors, la paix, la stabilité, la sécurité, pour moi, je dirais qu'au Congo, ce sont des slogans. Parce que nous devons toucher réellement la vie des Congolais pour essayer de voir si réellement ce qui se dit, c'est ce qui se vit aussi. Moi, j'aimerais ici citer un peu Aristote qui disait que la santé des familles, c'est le thermomètre de l'État. Et donc, si et seulement si cette infrastructure, notamment la paix, est réelle au Congo, bon, moi je pense que ça se vérifierait dans les foyers des Congolais, de par peut-être la vie que nous avons aujourd'hui. Bon, mais je pense que maintenant nous commençons sur le bilan. Des infrastructures. Alors le bilan, de notre part, nous devons dire que il ne faut pas nier ce qui a été fait, réalisé jusque-là. Les infrastructures réalisées par le président candidat aujourd'hui, il faut le dire, bon, il y a dans les chefs-lieux de département. Bon, bien entendu, les infrastructures, effectivement, ont été construites. Et ça ne remonte pas que de ce quinquennat qu'il vient d'avoir. Ça remonte certainement même à d'autres quinquennats. Mais moi, je voudrais dire, malheureusement, que ces infrastructures jusque-là ne rapportent presque pas grand-chose à notre pays. Nous avons des infrastructures naturellement biodégradables. Biodégradables parce que vous avez, je peux prendre un exemple tout à fait simple, nous avons le pont qu'on appelle de l'indépendance, qui, je pense bien, a été construit en 2010, et à peine 2015, si je me rappelle très bien. 5 ans après. 5 ans après, à peine, il y a eu des dégâts à ce niveau-là déjà. Et nous avons, bien entendu, le responsable du département des infrastructures, donc des grands travaux, qui dit non, mais la société chinoise qui a réalisé ces travaux nous avait donné une garantie. Mais pour un État, je dois le dire, responsable, sérieux, est-ce qu'on doit travailler sur des garanties ou que nous devons tout d'abord travailler sur la qualité des infrastructures. Et la vérification des... Ah, mais bien entendu. De l'exécution des cahiers de charges. Bien entendu. Donc, il ne faudrait pas attendre les dégâts pour qu'on parle de garantie. Mais il faut, au contraire, déjà prévoir les dégâts, donc par la qualité des infrastructures que nous devons, bien entendu, doter à notre pays. Malheureusement, moi je dirais que nos infrastructures, pour le moment, en termes de bilan, sont des infrastructures qui ne profitent pas au Congo et aux Congolais. Alors, vous avez dit, monsieur, qui s'engoue quelque chose de sensé. Vous dites infrastructure, d'accord, mais tout est lié. Qu'il y ait des infrastructures et que le Congolais vive mal, ça règle pas véritablement la question du bien-être. Et vous dites ce qui se vit doit être ce qui se dit. Ce qui se dit doit être ce qui se vit. C'est tout à fait pertinent, votre propos, et c'est très clair. Eugène Mbongo, Madame Akila Ngongo, dit aussi quelque chose qui a son sens, faisant référence au plan 2021-2026, il y a eu des difficultés économiques du fait de la dette du Congo qui a réduit les marges de manœuvre de l'État dans le déploiement et l'investissement des moyens pour construire les infrastructures. Elle dit ça juste pour expliquer le fait que ces dernières années, il n'y a pas eu de réalisation spectaculaire comparée aux années précédentes. C'est un discours qui trouve écho chez vous. Bien, ça me désole un peu quand même. Je suis désolé de ouais, parce que c'était pas mon intention. Parler d'infrastructure au Congo, à la limite, à entendre la représentante du candidat Sassou Nguesso, on se souviendrait de l'époque des communistes. Et quand bien même le bilan était négatif ou peut-être, je sais pas, mitigé, on disait toujours il est globalement positif. Globalement positif. Mais je dis, concrètement, en termes de réalisation, c'est à peu près une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que les gens nous font croire que parce qu'il y a eu la municipalisation, les chefs de départements, on a fait quelques infrastructures et on nous a donné la route nationale numéro 1, donc celle qui part de Brazzaville à Pointe-Noire. Et on a l'impression qu'on a fait beaucoup. Alors que quand vous circulez dans Brazzaville, mais c'est des nids de poules. Allez-y.
rallier à Pointe-Noire. C'est la catastrophe. Donc, je ne sais pas pourquoi on se réjouirait. Mais je dis, c'est vrai, des efforts sont peut-être faits, oui, d'accord. Mais pour moi, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous dites catastrophe? Vous parlez de quoi concrètement? Mais vous catastrophe. dites aller à Pointe-Noire. Vous parlez du tronçon Brazzaville-Pointe-Noire ou bien à l'intérieur de Pointe-Noire même? Mais à l'intérieur de Pointe-Noire, c'est une vraie catastrophe. Circuler dans Brazzaville, c'est une vraie catastrophe. Et puis, sur les moyens que nous avons quand même. C'est une vraie catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Mais circuler dans Brazzaville. Mais moi, je vis à Brazzaville. Mais bon, évidemment. Ah, si vous êtes à Brazzaville, certainement vous êtes au centre-ville. Je vous dis, allez à Bakongo, allez à Kinsundi, allez un peu partout, allez à Mfilou. C'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Donc, je dis ceci, me réjouir de ça, je dis non. Surtout encore, le grand mal de notre pays, les infrastructures, même le peu qu'on a fait, à coût de combien de milliards? Là où peut-être chez les voisins on ferait à 10 milliards, ici on le fait à 100 milliards. Donc la surfacturation, c'est le mal du Congo. La surfacturation, c'est le mal du Congo. Madame Akilangongo, alors comme vous êtes seule face à 3 opposants ici, à chaque fois on va marquer pour que vous puissiez répondre, mais il évoque là un problème important. Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas dans l'économie des dépenses consacrées aux infrastructures dans votre pays. Mais il dit, alors le travail est compliqué pour vous. Soit on vous accuse de ne pas faire assez, et le peu que vous faites, on dit c'est surfacturé. Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même clarifier quelque chose. Parce qu'on a l'impression qu'au Congo, il y a que la route nationale 1 qui fait Pointe-Noire, Brazzaville. Ça se pose la question de savoir si nous, les Congolais, en fait, on voyage dans notre pays. Il faut faire de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso, de Ouesso à Soinké, Sembe. Vous allez voir que les infrastructures existent. Il faut aller dans la cuvette ouest, vous allez voir que Evo, vous quittez Bundi, vous allez à Evo en roulant tranquillement. Il faut pas, on est en train de donner l'impression que le Congo se limite qu'à Brazzaville, Pointe-Noire. Non. Le Congo, c'est tout son entièreté des 342 km qu'il faut mailler en infrastructure. C'est pas que Brazzaville est Pointe-Noire. Donc, par rapport à ça, je voudrais quand même rectifier le tir. Maintenant, pour revenir à ce que mon voisin de droite signifie, à savoir les niveaux exorbitants des travaux, mais si vous avez un pays qui est en instabilité, qui voit ses indices au niveau international, être complètement abîmé du fait de la situation sécuritaire dans votre pays, ce que vous devez emprunter à 2%, 3%, vous avez des taux un peu plus élevés que les autres. Il y a des éléments qui viennent justifier ou expliquer, étayer les raisons qui peuvent expliquer les coûts exorbitants au-delà de ce qu'on peut, et là, le candidat a bien notifié les comportements déviants des Congolais. Ça, le candidat l'a dit. Il a notifié, quand on regarde bien dans son élément 3, il dit bien qu'il faut arrêter avec des comportements déviants. Et ce n'est pas une situation d'aujourd'hui. De tout temps, le candidat a toujours mis un point d'honneur à dire qu'il faut régler les problèmes de corruption, les problèmes de concussion, tout ce qui empêche en fait le maillage normal, l'organisation normale de l'économie, et que les Congolais, comme mon collègue de gauche disait, puissent bénéficier et jouir de tout ce qui est mis à leur disposition en termes d'infrastructures. Est-ce que le débat existe? Est-ce qu'au Congo, on peut interpeller à l'Assemblée nationale, les élus du peuple peuvent-ils interpeller à l'Assemblée nationale un membre du gouvernement par rapport à un projet et pour demander des éclaircissements, des comptes rendus et quant à l'utilisation qui est faite de l'argent public, Je pense que oui, puisque bon, les morts, on peut parler d'eux. On sait qu'il y a eu ici au Congo. Monsieur Eugène Biongou a été pendant des années à l'Assemblée nationale en tant que directeur de cabinet. Il nous dira. Le contrôle, c'est l'interpellation, mais vous savez qu'à une interpellation, un ministre arrive, il prépare ses réponses, la question est posée, il prépare sa réponse. Et il n'y a pas de suite après. Mais il y a quelle suite? Les enquêtes parlementaires n'existent presque pas, je vous le dis. J'ai fait 15 ans là-bas. Les enquêtes parlementaires n'existent pas, alors que l'un des moyens de contrôle, c'est les enquêtes parlementaires. Or, on s'arrange toujours à ce que ça ne se fasse pas. Les enquêtes parlementaires. Juste l'interpellation au niveau de l'Assemblée nationale, les ministres arrivent, les questions sont bien préparées, le type a peut-être 2 jours, il reçoit sa question, il prépare une réponse, il vient, vous la déverse. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique.
Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. Deuxième partie de notre émission consacrée aux infrastructures. Nous sommes au Congo et nous émettons en direct de Brazzaville au Congo où nous sommes déployés pour vous faire vivre les temps forts de la campagne électorale en République du Congo. Madame Olga Akilangongo, votre compatriote a dit dans la première partie de notre émission quelque chose qui peut interpeller. Et d'ailleurs, tout non-Congolais qui séjourne au Congo se rend compte tout de suite qu'il y a un désamour entre les Congolais et la classe politique congolaise. Une sorte de rupture de confiance. Les Congolais ne font plus confiance à leurs élites, à la classe politique de ce pays. Comment l'expliquer? Qu'est-ce que vous faites pour réparer cela? Bien. Bon, là, en tant que, je dirais ceci, c'est que pour restaurer la confiance, il faut échanger, il faut aller vers son peuple. Il faut aller vers... Il n'y a pas de commission d'enquête. Mais enfin, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de commission d'enquête, puisque moi, je crois avoir vu, quand il y a eu une situation au niveau des berges de Pointe-Noire, il y a eu une commission d'enquête qui s'est déplacée au niveau de Pointe-Noire parce qu'il y avait des traces d'hydrocarbures. C'est-à-dire que la commission du Parlement, parce que moi, je ne suis pas parlementaire, donc c'est monsieur qui sait très bien ce qui s'y passe. Bon, on va prendre ce qu'il dit pour parler d'évangile. Mais attention, moi, on a tous bien vu quand il y a eu des problèmes de fuites, on a perçu des fuites d'hydrocarbures sur les berges de l'océan Atlantique. On a bien vu une équipe parlementaire venir à Pointe-Noire pour vérifier qu'est-ce qui se passait. Et l'enquête se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ils rendent compte des analyses. Donc, je ne peux pas répondre de ce que lui dit, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus parlementaire. Est-ce que ça se fait? Maintenant, pour revenir au fait qu'il a notifié en disant qu'il n'y a jamais eu de sanctions ni quoi que ce soit, je suis désolé. Il n'y a pas plus longtemps que ça, on a eu un directeur général qui était chargé du contrôle des vérifications des travaux publics qui a été mis en prison. Donc, on ne peut pas dire que rien n'est fait dans ce pays en termes de... il y a encore des défis à relever. Ça, il ne faut pas le nier. Il y a des défis à relever en termes de gouvernance, comme disait tantôt mon autre collègue. Voilà, il y a des problèmes à relever. Ça, c'est les défis qu'il faut relever. Et ça, notre candidat, on est vraiment, il prend ça en ligne de compte, puisque, comme je disais tantôt, c'est des éléments qu'il aligne dans son projet de société. Comment faire en sorte que les agents de l'État qui ont pour vocation de servir, ne sont pas là que pour se servir, mais servir les peuples pour qui ils ont été mis en place. Ça, c'est un élément fondamental, c'est même le troisième pilier de son projet de société. Donc, on ne peut pas dire que c'est comme si notre candidat n'avait pas ça en ligne de compte. C'est quelque chose qu'il a toujours tenu dans tous ses projets de société. Quand on parle de la Nouvelle Espérance, jusqu'à aujourd'hui, les questions liées au comportement déviant des agents d'État ont toujours été un des éléments fondamentaux qui étaient dans la ligne de compte. Chris-Antoine Walembo, on dit souvent le malade qui sait de quoi il souffre à moitié guéri. Le président de la République, aujourd'hui candidat à sa propre succession, reconnaît qu'il y a des problèmes de corruption dans son pays. C'est peut-être déjà un pas. Il reste maintenant les mécanismes à mettre en place. Madame a parlé d'un directeur général qui a été suspendu. On peut aussi évoquer le cas des magistrats qui, dans le cadre de la lutte contre la corruption, ont été rétrogradés pour certains et pour d'autres. C'est pas assez à vos yeux, c'est bien ça? Bon, je voulais d'abord rebondir sur ce que Olga avait dit au début concernant ce qu'elle qualifie de plus grande infrastructure, c'est-à-dire la paix. Je suis désolé de dire que la paix, du point de vue même de la définition de l'UNESCO, ce n'est pas l'absence d'armes ou de violence. Un chef de famille qui ne peut pas nourrir ses enfants n'est pas en paix. Un Congolais qui ne peut pas se soigner, qui ne peut pas acheter une ordonnance parce qu'il est dépourvu de 5 000 francs, n'est pas en paix. Donc, il faut relativiser cette approche-là dont se gargarisent les turiféraires du candidat sortant. Parce que ce qu'ils vendent au peuple, la paix, la paix, la paix. La paix, c'est pas seulement l'absence de guerre, je voulais dire ça. Maintenant, si on en vient au débat sur l'impunité, Monsieur Togbe, le président lui-même essayait de revisiter tous ses discours devant le Parlement réuni en congrès. Il insiste pour qu'il y ait des enquêtes parlementaires. Il le dit. Allez revisiter ses discours.
Et pourquoi ça Pourquoi le président revient là-dessus? Parce que ces enquêtes parlementaires ne sont pas efficaces, ou elles ne se font pas, ou elles sont inefficaces. Je vais vous donner un exemple. Le président a dit devant le Parlement réuni en congrès qu'on décaisse 9 milliards pour payer les bourses d'études. Un audit ou une enquête a démontré que on n'utilise que 3 milliards. Et les 6 autres milliards? Depuis qu'il a dit ça, personne n'a été inquiété, personne n'a été arrêté. Nous ne sommes pas au courant qu'il y a eu une procédure. Les 9 milliards ont été normalement... Mais Madame Olga le sait. Bon, ensuite, je vais vous dire, ça a été dit par le candidat sortant dans une instance qu'on appelle Parlement réuni en congrès. Je vais vous dire, il était là au Parlement. Vous savez qu'il y a une route de 156 km qui devait être construite quelque part. On a démontré au Parlement que l'argent avait été décaissé, la route est inexistante. Et personne n'a été interpellé. Allez revisiter ça. Non. Ensuite, je suis en train de vous dire, puisque nous parlons là de la satisfaction sur les infrastructures. Oui. Bien. Il y a quelques années, mais c'est parce que, mais c'est pour ça, Ngavé et Longo doivent mettre fin à tout ça. Bon, il y a l'ONG publiait ce que vous payez, n'est-ce pas, a déclaré sans être inquiété de 2020 à 2022, 162 milliards ont été détournés au ministère de la Santé pour construire des infrastructures en rapport avec des centres de dialyse. N'est-ce pas? La ministre qui était là est toujours là et n'a jamais été inquiétée. Nous sommes sur les infrastructures. Renseignez-vous sur l'état actuel du barrage d'Imboulou, puisque mon frère Bilong a parlé de la qualité des infrastructures. C'est bien de faire de construire des infrastructures. Il faut que ces infrastructures soient viables. Oui, présentement, les problèmes d'électricité qui sont ici, on en parlera. Bien sûr. Alors, le barrage d'Imboulou, qu'est-ce qu'il est devenu? Justement, Madame Olga est là. Il va nous dire ce que c'est. Ensuite, je soutiens ici qu'affirmer que le président sortant n'a rien fait, ce n'est pas honnête. Okay. Ce n'est pas honnête. Il y a des choses qui ont été faites, nous devons le reconnaître. Même si on peut discuter des coûts, n'est-ce pas, de ces infrastructures, des coûts qui sont doublés même par 100, et même de l'opportunité des infrastructures. Voilà. Pour bien comprendre les cas que vous énoncez, monsieur Wanem, construire une route de 156 km, comme vous dites, ce n'est pas aller acheter un beignet au marché, c'est un processus qui prend temps. Comment on peut détourner l'argent consacré à la construction d'une route de 156 km? Au fond, il y a la pose de pierre, il y a les premiers travaux, il faut niveler, ça prend du temps, il faut faire des évaluations à mi-parcours. Renseignez-vous, monsieur Togbe, approchez-vous des parlementaires. Il y a eu un débat là-bas sur la question et on n'a jamais trouvé de solution. Cette route n'existe nulle part, alors que le ministre des Finances, ou c'est pas ceux qui sont chargés de faire des décaissements, a reconnu que cet argent était sorti. La route n'existe pas. Bon, ça c'est un débat parlementaire public. C'est un débat parlementaire public. C'est pour cela que le président insiste sur les enquêtes parlementaires. Il a bien dit tout le temps, parce que nous ne sommes pas là pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr. Pourquoi un chef d'État insiste pour dire que vous êtes là, nous sommes en régime parlementaire, vous êtes là pour diligenter des enquêtes et que les responsables doivent être pour. Pourquoi il insiste? Tout le temps, il revient là-dessus. Ça veut dire que ça ne se fait pas. Avant de passer... Je vais juste abonder dans le même sens. J'étais encore au Parlement. Je crois que ça devait être en 2024. Une enquête parlementaire s'est faite dans un des secteurs. Je ne vais pas le nommer. Hein, parce que je suis témoin. On a fait une enquête. Les résultats montraient que le ministre qui avait suivi ce dossier serait jeté en prison. Ça, je vous le dis. Et tout le monde, je me souviens, à une réunion du bureau, c'était bien dit que la ministre est impliquée. Et pourtant, aujourd'hui,
rien n'a été fait. Le dossier a été classé sans suite. Hmm. Donc, pour vous dire, Alors, oui, dans les principes, les enquêtes sont là, mais elles vont pas au bout. Alors, vous évoquez des dossiers, nous, on n'est pas dans le secret, des dossiers et des instructions, des dossiers dont on peut pas savoir, parce qu'on peut accuser au début, et puis la justice vous disculpe. Ce n'est pas trop le sujet. Mais ce qui est quand même important, M. Walembo, c'est quelqu'un d'honnête. Quand c'est positif, il le reconnaît. Donc, quand il dénonce, ça veut dire qu'il y a des faisceaux qui confortent dans l'idée que les faits sont peut-être avérés. Et du coup, ma question reste totale. C'est tout ça qui alimente le désamour, la rupture de confiance entre les Congolais et leur élite. Comment ça se fait qu'on en arrive à des situations aussi ubuesques? On détourne l'argent consacré à la réalisation des infrastructures de 156 km de route. Bien, bon, ça, comme je disais tantôt, ça, c'est des affaires que je ne peux pas, moi, Vous ne pouvez pas aborder, puisque ce sont des choses que eux, ils ont vécues. Moi, je n'ai pas la teneur. Pour revenir, par contre, à la question où monsieur nous dit que la paix n'est pas la première infrastructure parce qu'on mangerait pas la paix, en quelque sorte. Je ne dis pas les propos, en quelque sorte. Mais ils oublient une chose, c'est que quand il y a la paix, vous pouvez investir. Donc, ça stabilise l'investissement. Quand il y a la paix, tout parent peut aller travailler et gagner sa vie. Quand il y a la paix, vous pouvez faire des investissements, et la paix, c'est des éléments de confiance. Quand on regarde notre département du Poul, c'est la zone, effectivement, qui subit souvent des soubresauts, vous constatez que c'est une zone qui n'a pas pu bénéficier de tout ce qu'on aurait pu avoir comme infrastructure, du fait, justement, des questions d'instabilité. Vous avez une route, aujourd'hui, Mindouli, pour aller frontière vers on prend Kinkala-Mindouli, qui n'a pas pu être faite. Parce que tout simplement, il y avait des problèmes d'instabilité. Mais l'État a décaissé de l'argent pour cette route-là. L'entreprise a été mise. Mais comme l'entreprise a été mise à mal par ceux qui mettaient l'insécurité dans la zone, la route n'a pas été faite. L'État a dû payer une route qui n'a pas été faite non plus. Donc je pense que on ne peut pas dire que, j'entends, on dit que la paix ne sert à rien. Non, la paix est nécessaire pour faire asseoir un tissu économique. Maintenant, après, une fois que la paix est faite, c'est le socle. Je disais tout à l'heure, après les autres infrastructures peuvent se poser dessus. Là, je suis content d'apprendre on reconnaît quand même qu'un travail a été fait en termes d'infrastructures, mais il y a encore à parfaire les questions, comme il notifiait tout à l'heure, liées à la gouvernance des routes, etc. Et donc, je disais tantôt que notre candidat, il en est tout à fait, il le reconnaît que le candidat le martèle tout le temps, à savoir que non, il faut que les organes qui ont été mis en place pour jouer leur rôle en termes de gouvernance fonctionnent. On leur a jamais empêché de fonctionner. Donc, ils fonctionnent, qu'ils jouent pleinement leur rôle. C'est ça la réalité. Est-ce que ces organes devraient pleinement jouer leur rôle? Et on voit que dans le projet de société, l'autre candidat dit ceci, qu'il faut renforcer effectivement les organes de contrôle de l'État pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle. Parce que souvent on dit, bon, l'État a construit, on dit que quand l'État construit, ce sont nos deniers. Ce sont les impôts. Donc, on devrait nous-mêmes déjà être les premiers à contrôler, à vérifier que ce qui est fait dans les bonnes règles. Donc, pour cela, moi, notre candidat est vraiment soucieux de ces questions liées à ces infrastructures. C'est un point positif. Monsieur Kisangou, et c'est ça, la particularité du Congo, c'est qu'on a un président de la République, qui est aujourd'hui candidat, qui reconnaît qu'il y a problème, qui de bonne foi d'ailleurs, fait preuve d'un véritable volontarisme politique, il prend les problèmes à bras le corps, il veut les régler. On a l'impression que ça ne suit pas. Qu'est-ce qui fait que la machine n'est pas huilée, à la fois de contrôle et de sanction, n'est pas huilée? Alors, moi, je pense que c'est vrai que je ne suis pas technicien de terrain sur ces questions, mais moi, je vais dire simplement ceci. L'analyse que je peux faire de ce que nous pouvons appeler ici l'impunité, c'est simplement l'inobservation d'abord des lois. C'est tout d'abord cela. Non-respect des lois. Non-respect des lois. Et quand, par exemple, le président de la République reconnaît qu'il y a détournement, par exemple, à tel niveau, ou plutôt reconnaît que, comme pour ce qui est du cas des bourses, que 6 milliards au moins ont été par an détournés. Pas seulement en une année, peut-être 10 ans déjà, puisque le président, il est là, ça fait des années. Alors, lorsque les responsables de ces actes-là ne sont pas interpellés, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'on va dire ici que la responsabilité ne revient qu'à ces responsables de ces actes, mais la responsabilité revient aussi à celui qui reconnaît qu'il y a ces actes-là et qui peut-être... Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais c'est d'instruire la justice de faire le travail, puisque ce n'est pas au président de faire le travail de la justice, moi je pense. Et donc, on n'en sait rien. Alors, je pense que si le président venait à instruire la justice, je ne vois même pas comment la justice peut
en fait, retarder ce genre, comment dirais-je, si je dois parler en termes d'études, d'abord, des faits, ce n'est pas possible. Qu'un président donne l'ordre et puis bon, on n'exécute pas. Ce n'est pas possible. Donc, il y a là tout simplement des discours de nature démagogique qui, bien entendu, qui ne s'accompagnent pas d'une réelle volonté, sinon responsabilité, d'arrêter les coupables de ces actes-là. Et donc, comme par nature, on vend aux Congolais les discours pour ne rien faire après. Mais le peuple congolais a besoin... Il n'est pas de bonne foi, Bon, mais de bonne foi, je n'ai pas vraiment le logiciel pour contrôler la bonne foi, la mauvaise foi. Non, mais nous regardons aux faits, puisque déjà, quand un fait est avéré, certainement, il faut qu'il y ait des procédures, par exemple, judiciaires pour, bien entendu, essayer de régler ces différents cas-là. Et donc, quand ce n'est pas fait, ce sont des discours simplement pour faire plaisir, après bon. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que le peuple congolais n'est pas idiot. Le peuple congolais n'est pas absurde. Le peuple congolais observe. Bien entendu. Mais la souveraineté revient au peuple congolais. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais est assez mûr pour choisir si et seulement si nous devons continuer avec un système où l'impunité est même une doctrine que finalement de passer au nouveau départ que nous, par exemple, nous proposons. Monsieur Walimbo, on va être encore plus concret dans cette émission. Il y a ce qui est fait. Vous êtes tous au courant, ce qui est fait. Madame a évoqué les différentes routes qui sont construites. Elle a dit que c'est pas seulement la nationale 1 qui est l'infrastructure. C'est exact. Moi, j'étais jusqu'à Soanké. Voilà. J'ai vu la route jusqu'à Soanké parce que j'allais visiter l'école des mines. C'est exact. Vous avez évoqué le cas d'un pont qui... d'un barrage, d'Imbulu. D'un barrage, pardon. Oui. Qui ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. Qui menace même la route, qui menace même le pont de la Léfini. Tout l'écosystème, l'écosystème aux environs de la Léfini est détruit à cause de ce pont. Et on est venu dire à la télévision que même les murs de soutènement du pont sont en train de s'effondrer. Vous voyez la qualité donc des infrastructures. Le problème, c'est celui-là. Parce que nous suivons, nous sommes des acteurs politiques. Moi, je suis président d'un parti, même si j'accompagne Gavé Longo. C'est parce qu'on est dans une plateforme, l'opposition congolaise. Mais on ne peut pas être un acteur politique si on ne se renseigne pas. Convention des démocrates africains. Mais bien sûr. Alors, donc, on se renseigne pour des débats face à des grands journalistes comme vous. Gentil, donc, nous sommes au courant que les infrastructures existent, mais ces infrastructures sont surfacturées. Parce qu'on a des comparaisons. Madame a dit que c'est par rapport aux fluctuations internationales. Bon, elle est une spécialiste. Mais nous, du point de vue basique, nous constatons que ce qui devait coûter 1 milliard, n'est-ce pas, coûte 100 milliards. Et ça endette le pays. Ensuite, nous constatons... Voilà, nous constatons effectivement que ce que le Congo produit en termes de ressources financières ne sert pratiquement pas à la construction de ce pays, mais que le Congo passe son temps à signer des conventions d'endettement pour financer son développement. Et d'où le lourd endettement du Congo. Et on nous sert à la face, justement, on dit oui, mais si on est endetté, c'est parce que, n'est-ce pas, nous avons construit ceci, nous avons construit ça. Mais où va l'argent que le Congo produit? C'est ça qui doit financer son développement. Écoutez, le président Sassou n'est pas le premier président du Congo. On a vu d'autres présidents qui ont réalisé des choses. Alphonse Massamba Deba, n'est-ce pas? Oui, il faut voir ce qu'il a fait. Avec quel budget? Au moment où le budget est atteint des summums, et les Congolais connaissent plus de pression. Moi, j'ai même peur. Le véritable enjeu pour nous, à l'occasion de cette élection, c'est l'abstention. Vous avez bien constaté qu'il n'y a pas l'euphorie. C'est pour ça que... les gens ne font plus confiance. De désamour, de rupture de confiance. Les gens ne font plus... Et ça, c'est la vérité. Puisque même dans des cercles du pouvoir, les gens en discutent. C'est quoi? Il y a une résignation des Congolais. Écoutez, les gens... Olga est revenue encore sur le problème de la paix. Je n'ai pas dit, Olga, que la paix n'est pas importante. Non. La paix... Sans la paix, on ne peut rien faire. Mais je précise qu'il faut relativiser parce que la personne aussi
qui ne peut pas nourrir ses enfants, qui ne peut pas les scolariser, qui ne peut pas se soigner, n'est pas en paix. Donc, il faut régler ces problèmes-là pour que la paix soit véritable. Maintenant, concernant l'impunité, mais c'est tout un problème, puisque c'est le président lui-même qui dénonce ça. Or, les sanctions ne suivent pas. Les personnes qui... Vous avez entendu parler d'un certain Ndongo Zidane, qui était directeur au Trésor. Ndongo Zidane. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, voilà. Mais ça, c'est de notoriété publique. Il y a eu un gros détournement là-bas. Le procureur même s'est autosaisi de l'affaire. Ce monsieur a quitté le territoire et nous sommes au courant qu'il est revenu. Il n'a jamais été interpellé puisqu'il figure sur la liste de la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso. Comment on peut expliquer ça? Tous les Congolais, sortez de la rue là, de ce studio, demandez à quiconque qui est Ndongo Zidane. Qu'est-ce qu'on lui a attribué comme détournement destiné justement aux infrastructures et autres? Voyez-vous, c'est cette impunité-là, justement, qui fait le désamour entre le président sortant et le peuple. Voilà le problème. Alors les gens maintenant font de la spéculation. Voilà. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Vous pourriez répondre à ce qu'a dit Monsieur Malembo. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée aux infrastructures, à la question des infrastructures au Congo. Infrastructures comme levier de diversification économique, c'est le terme qui nous mobilise ce jour autour de notre table où j'ai 4 représentants de candidats avec moi. Dans la troisième partie de notre émission, on va poser la question des défis prioritaires sur le plan infrastructurel, les défis que devra relever le prochain président, quel qu'il soit, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso ou Ephraim Mafoula ou Joseph Kiemekambougou. On vous mon candidat. On vous le souhaite. Alors, très rapidement, vous vouliez réagir par rapport. Oui. Non, en fait, je voudrais pas répondre à M. Walimbo, plutôt conforter ce qu'il disait. D'accord. Parce qu'il existe, la loi a instauré le Haut Conseil, la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Oui. Et dans les principes même, on lui donne des prérogatives d'enquête et de poursuite. La loi existe. Mais si elle n'est pas appliquée, quelque part, je suppose que le président ne veut pas que la loi soit appliquée. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un chef d'État reconnaisse que ici, on a volé 6 milliards, là, on a volé 12 milliards. On fera une émission spéciale sur la corruption, sur l'enrichissement illicite et la lutte contre la corruption. L'émission d'aujourd'hui porte sur les infrastructures. Mais c'est très curieux que ça glisse aussi rapidement des infrastructures à la question de la corruption. Parce que c'est le financement. Parce que c'est le financement. Oui, justement, ces infrastructures doivent être financées. Donc, si nous constatons les insuffisances, c'est parce que nous estimons que l'argent va ailleurs. Sinon, le président aurait fait mieux, je pense. Et il le dit lui-même. Alors, donc, on ne peut pas ne pas lier les deux aspects. Quand on n'est pas convaincu. Construction d'infrastructures, M. Togbe, suppose qu'il y ait des financements. C'est pas ça. Alors, donc, Oui. La gestion, la transparence de la gestion nous interpelle lorsqu'on évoque ces questions-là. C'est un droit citoyen d'exiger, et à savoir. Quand j'écoute ce qui se dit, on a l'impression que le Congo a des ressources illimitées pour faire les infrastructures. C'est pour ça qu'on pense qu'on ne doit pas s'endetter. Tous les pays du monde s'endettent pour leur développement. Ce qui est important, c'est de contenir cette dette, de la maîtriser et qu'elle soit soutenable. C'est pas le fait de s'endetter qui est un problème. Si l'endettement est orienté, ciblé, on ne peut pas reprocher à un État de s'endetter
Parce que c'est un levier. L'endettement est un levier. Vous ne pouvez pas reprocher à un État de s'endetter. Là, je ne suis pas d'avis avec... Vous avez bien dit ciblé. Oui, mais c'est ce qui a été fait. Ça a été ciblé dans les efforts. Mais ça a été maîtrisé. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Aujourd'hui, on a des efforts. N'oubliez pas que on est parti quand même des niveaux où on avait des budgets de l'État de 5 000 milliards de francs CFA ici dans ce pays, à se retrouver à 1 600 milliards. C'est lié à quoi? Parce que notre économie est assise sur un seul produit qui est le pétrole. On est dans une économie, s'il vous plaît, non, laissez-moi parler, je vais laisser parler, donc laissez-moi s'il vous plaît continuer. On est dans une économie de rente. À ce moment-là, vous savez que quand on est dans une économie de rente, on ne peut pas continuer à fonctionner comme on le fait jusqu'à maintenant. Donc, il faut diversifier notre économie. D'où les infrastructures leviers. J'ai bien aimé le thème que vous avez mis en amont avant de nous réunir sur ce plateau. Les infrastructures, c'est le levier pour la diversification. C'est là où j'attends les candidats, enfin les représentants des autres candidats qui sont ici sur ce plateau. Donc, des emprunts ont été faits à l'époque pour justement les infrastructures. Et nous sommes tous ici, là, on sait qu'il y a eu des infrastructures qui ont été faites. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien n'a été fait. On connaît qu'il y a des difficultés en termes de gouvernance. Ça, c'est une difficulté. Et pour cette difficulté, je vous ai dit que notre candidat a mis en place des mécanismes pour pouvoir justement contenir des questions. Après, les questions de corruption, on en revient, parce que comme ça, on va peut-être mettre la parenthèse. N'oubliez pas qu'il y a les organes qui sont là pour pouvoir mesurer les questions de corruption par pays. Vous avez ce qu'on appelle l'indice de perception. La corruption, c'est une perception que l'individu doit dire. Est-ce que dans mon pays, je pense qu'il y a la corruption? C'est une perception. Absolument. Et quand on regarde cet indice de perception de la corruption, on se rend compte que le Congo a quand même une amélioration. Même si c'est vrai qu'il y a encore des défis, elle est perceptible, cette amélioration, mais il y a encore des efforts à accomplir à ce niveau-là. À savoir que les organes de contrôle doivent pleinement jouer leur rôle, comme la Cour des comptes et les disciplines budgétaires qui doivent pleinement jouer son rôle. Et c'est ce que dit le candidat dans son projet de société, à savoir que il faut que les organes de contrôle jouent pleinement leur rôle pour faire en sorte que toutes les ressources qui sont mises en œuvre pour pouvoir développer l'économie soient orientées vraiment vers le développement. Là, je ferme la parenthèse pour revenir par rapport à cette situation-là. Maintenant, après, il est vrai que on peut dire qu'il y a le désamour, mais le désamour n'est pas seulement lié au parti qui soutient notre candidat, c'est lié à toute la sphère politique. Et c'est pas seulement le cas du Congo. Voilà. Et c'est pas seulement le cas du Congo, on le voit dans le monde entier, le désamour, de moins en moins les individus vont voter. Il n'y a pas qu'au Congo où on remarque ça. Dans le monde entier, il y a un désamour entre les populations et la sphère politique. Mais c'est peut-être parce qu'on est peut-être loin des combats de l'époque qui ont mené à la démocratie. On est peut-être loin de ces combats et qu'on ne perçoit pas pourquoi on doit voter. Moi, je dis toujours, je vote pour avoir la voix. Et la voix là, elle doit être une voix qui va être vers le candidat, notre candidat, parce qu'ils sont engagés vis-à-vis de nous par rapport à son projet de société. Et la voix que je vais aller mettre dans l'urne, c'est pour justement dire, si je juge, j'analyse et je vois que les choses ne se passent comme elles devaient être, j'ai l'obligation en tant que citoyenne, parce que j'ai voté, de dire ça ne va pas. Et c'est ce que vous avez dit vous-même en Congo, on peut parler, on est libre de dire ce que l'on veut. Mais qu'est-ce qui empêche alors la classe politique n'attendre que les élections pour pouvoir avoir la parole? Puisqu'on nous dit qu'on parle, on peut dire ce que l'on veut. Qu'est-ce qui empêche notre classe politique de pouvoir justement, qui sont porteurs des voix de ceux qui les soutiennent, de dire que, voilà. Je ne vais pas laisser passer la chose. On nous parle de levier, s'endetter c'est un levier. On est d'accord sur le principe. Mais si vous avez de la ressource par vous-même, pourquoi s'endetter? Il y a la ressource, mais on vous dit qu'il y a des détournements massifs ici. Et les gens ne sont pas inquiétés. Donc pourquoi aller s'endetter alors que vous avez de la ressource? Moi, si j'ai 1 million en banque et que je dois acheter un téléviseur pour 200 000, vous avez fait un retrait de 200 000. Mais je fais un retrait de 200 000. Ah non. Moi, je m'endetterais les 200 000 francs. Je rembourserais 20 000 francs tous les mois et je permettrais de garantir mes ressources. C'est le rôle de l'État. Parce que les besoins sont énormes. Non, les besoins du business. Non, les besoins sont. Mais je vous dis, si on mettait fin à la corruption, au détournement massif, nous avons la ressource pour financer notre développement. Je ne dis pas que ça suffirait, mais on n'irait pas tout le temps frapper au port du Fonds monétaire, au port de la Banque mondiale. Parce que les services de la dette coûtent cher. Mais bien sûr, aujourd'hui nous avons près de 10 000 milliards de dettes publiques. Alors, moi je suis un peu confus. Le non-congolais que je suis, quand je viens à Brazzaville, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je découvre? Je découvre à Kintélé qu'il y a un grand hôtel à Kintélé. Je découvre qu'il y a un grand centre international de conférences à Kintélé, avec plein de salons présidentiels. Je découvre à Brazzaville les tours jumelles. Je découvre qu'il y a de grandes chaînes hôtelières qui viennent s'installer à Brazzaville. Kempinski, vous pouvez voir la carte du continent, vous allez compter au bout des doigts
les pays où s'implantent des hôtels comme Kempinski, des chaînes hôtelières comme Kempinski. On ne fait pas ça dans un pays qui est de n'importe quoi. On fait ça dans un pays qui est attractif, dans une ville qui est attractive, qui a du potentiel, qui a des infrastructures. Je vois tout ça et monsieur Eugène Mbongo Bilon me dit, sur le plan d'infrastructure, c'est la catastrophe. Mais je vous dis, parce que ne voyez pas le développement du Congo parce que vous avez vu les tours jumelles, parce que vous avez vu la route nationale. Mais je vous dis, promenez-vous dans Brazzaville. Le Congo ne s'arrête pas seulement à la route nationale et puis aux tours jumelles. Promenez-vous dans les villes. Allez-y à Pointe-Noire. C'est un tas d'immondices partout. À Brazzaville, ici même. Je vous dis, allez au château d'eau, là. C'est un tas d'immondices. Mais bien sûr. Je voudrais simplement rebondir. Vous connaissez le CCF, le Centre culturel français ou l'Institut français. Oui. Allez là-bas, vous allez voir là-bas un éléphant blanc. Puisque nous parlons d'infrastructure. C'est ça, c'est vrai. Un établissement, enfin des structures qui étaient destinées au ministère de l'Intérieur. Ça fait combien de mois que ça pavane là? Ça fait plus de 10 ans. Voyez-vous? Et c'est même gênant. C'est même gênant. J'invite certainement Madame Olga, qui représente les infrastructures, ou le candidat sort. Et des éléphants blancs comme ça sont partout. Puisqu'elle veut qu'on débatte des infrastructures. Les éléphants blancs laissés par les municipalisations accélérées. Allez partout, allez dans la Likwala. Allez dans la Likwala, allez partout. Les mairies qui étaient prévues. Oui, allez partout, vous allez voir des bâtiments. Voilà, vous verrez des bâtiments dont on a débuté la construction. Voilà. Bon, alors, quand on dit que l'argent du Congo doit servir justement à la construction du Congo, notamment les infrastructures, OK, et que vous ne voulez pas qu'on parle du lien argent-infrastructure, ce qui n'est pas antinomique. Et les 14 000 milliards dont on parle pour les générations futures sont où? 14 000 milliards. Et vous voyez donc les tours jumelles, vous voyez. Mais il faut voir le panier de la ménagère congolaise. Vous avez raison. Alors, allez dans les quartiers. Vous voyez les routes périphériques, vous voyez le coût de la vie, n'est-ce pas? Tout ça aussi, puisque Madame Olga a parlé de la paix. C'est ça qui démonte la paix chez les Congolais. Ils ne peuvent pas manger à leur faim. Tout est importé, c'est cher, et leur pouvoir d'achat ne le permet plus. D'où le désamour pour les élections et pour les hommes politiques que nous sommes. Pas seulement le candidat Denis Sassou Nguesso, j'en conviens. D'accord. Parce que le peuple n'est pas là pour faire le tri, ah oui, Walembo, ceci, Bilong, ça. Non. D'accord. Voilà. Mais il y a un responsable de cette situation. Monsieur Destin est élu président de la République, enfin, Destin et Gavet est élu président de la République au soir du 15 mars. Vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on les... Bon, puisque la thématique, comme a dit Madame Olga, la thématique, c'est les infrastructures. C'est ça. Destin Gavet va faire un audit de toutes ces infrastructures pour mettre en évidence les surfacturations et engagera la responsabilité des gens qui ont endetté le pays. C'est clair. Ensuite, on fera l'inventaire des infrastructures utiles pour les populations, les ponts, les routes. Vous voyez combien de Congolais venir ici. Ça, c'est la high-tech. C'est vrai, vous avez raison. Ça a quel impact, ça a quel impact sur le niveau de vie des Congolais? Vous avez raison. Ça va peut-être rapporter quelque chose à l'État. Je n'en sais rien. Des investisseurs. Oui. OK. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est des infrastructures qui ont une incidence sur le niveau de vie des Congolais. Voilà. Et il faut que Gavet, quand il va prendre le pouvoir... Inventaire des infrastructures utiles et inutiles. Oui. Fait des audits à ceux qui ont détourné, bien sûr, des audits. D'accord, des audits. On va démontrer que ce pont-là, qui a coûté 10 milliards, en réalité, ne devait coûter que 2 milliards. On va faire des audits. D'accord. Et même sur la qualité des infrastructures. Parce que le problème, c'est ça. Moi, Madame Olga, je vous assure, j'étais à Djambala. J'ai survolé le viaduc. Nous étions nombreux dans l'avion à constater que le viaduc est en train de s'affaisser. Vu d'en haut. Et ça a coûté combien à l'État?
Donc, nous, Ngave doit mettre l'accent sur les coûts réels des infrastructures, n'est-ce pas? Donc, le financement, mais aussi la qualité des ouvrages. Et nous disons ici que si un homme politique, parce qu'il veut prendre le pouvoir, comme Dessin Ngave, prétend que le président Sassou n'a rien fait, ce serait une contre-vérité. Parce que nous parlons là au peuple congolais. Il ne faut pas qu'on vienne ici pour faire du sophisme. Il faut tenir un langage de vérité. Voilà, pour faire du sophisme. Il y a eu moi, je suis allé, je le reconnais. Le ministre Manguessa m'avait invité dans la Sangha. Je suis allé jusqu'à la frontière du Cameroun. Cette route existe. Je suis allé même dans l'axe Evo parce que moi, je vais souvent au Gabon. Des choses sont faites. Mais nous, on va mieux faire. Parce que ce que nous allons faire aura une valeur ajoutée sur le niveau de vie de nos compatriotes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Vous énumérez Kempesky. Il faut, pour en arriver là, M. Togba, il faut d'abord régler les problèmes basiques des Congolais. D'accord. Ça, là, c'est pour les hommes d'affaires, etc. Mais nous parlons au nom du peuple congolais. Nous ne sommes pas les avocats. Ngave n'est pas l'avocat de la haute finance qui vient ici pour faire des affaires, etc. Non. C'est intéressant ce que dit votre compatriote. C'est très profond. Il ne sert à rien pour le Congolais moyen d'avoir des gratte-ciel, d'avoir des tours jumelles, d'avoir de beaux hôtels quand il ne peut pas y aller. Quand il peut pas, il n'a pas les moyens pour séjourner là-bas. Quand il n'a pas la possibilité de jouir matériellement de ces édifices. C'est même frustrant à la limite. C'est ce que semble dire votre collègue pour montrer que tout est lié. C'est-à-dire, si vous voulez effectivement améliorer le quotidien des gens, il faut s'attaquer aux éléments essentiels et vitaux de son quotidien. Bien. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mise en œuvre d'une activité économique au Congo qui permette au Congo de pouvoir vivre. Oui. Je pense que du 5 au 15 février, ici au Congo, à Brazzaville, on a eu la grande foire agricole. Qu'est-ce que cette grande foire a démontré? Qu'il y a une production qui se fait dans tout le Congo. On a vu des produits arriver de la Sangha, de l'Ikwala, de l'Ekumu, tous les départements. de tous les départements du Congo. On a vu qu'il y avait quand même une assise de l'agriculture qui commençait à s'installer au niveau du Congo. Mais pourquoi ça a été permis, ça? Parce qu'il y a eu des infrastructures qui ont été mises en place pour permettre à ces populations de pouvoir évacuer leurs produits. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait au niveau de permettre à des Congolais de pouvoir vivre et gagner de l'argent par rapport. Il y a des choses, on a dit il y a des défis, on a notifié ça. On ne va pas nier qu'il y a des défis à relever pour permettre à ce que les Congolais puissent vivre de fruits de leur production. On ne le nie pas. Mais sauf qu'on remarque qu'effectivement, qu'il y a une amélioration en ce qui concerne l'agriculture, qui ne représentait à l'époque peut-être 1% du PIB. Aujourd'hui, il y a eu quand même une avancée. L'agriculture se trouve aujourd'hui à 9% du PIB. Le secteur hors pétrole aujourd'hui a pris une place au niveau du PIB. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui se font pour permettre aux Congolais de pouvoir justement vivre et améliorer leur panier de la ménagère. Maintenant, pour revenir à la question du viaduc, dire que le viaduc s'est affaissé, je ne suis pas ingénieur des BTP. Je sais qu'il y a les érosions dans cette zone-là. Et du fait de la sécheresse, parce que c'est la petite zone sèche, le sable qui descend, on a l'impression que votre viaduc, il s'est affaissé. Ça, c'est ce que je peux percevoir. Mais dire que le viaduc s'est affaissé, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur. Vous avez dit que ça a affaissé. Qu'il y a ce danger-là. Vu d'en haut, effectivement. Moi, je ne sais pas. Dans l'avion. Après, je voulais revenir aussi à l'infrastructure, à savoir le point de l'indépendance, comme disait tantôt, que non, il y a eu une érosion. Un produit de bâtiment BTP, je ne suis pas non plus du domaine, je sais qu'il y a toujours la période de grâce qui est faite avec l'entreprise qui réalise le projet. Effectivement, on a eu 2 points au niveau de l'infrastructure, à savoir quand vous partez de Mamiwata au niveau de la mairie centrale, mais aussi quand vous êtes au niveau de la case de golf, pour ceux qui connaissent Brazzaville, jusqu'à après les bowling, etc. Il y a eu des affaissements. Et pourtant, c'est 2 entreprises différentes qui ont réalisé ces édifices. Donc, les 2 entreprises ont réhabilité parce qu'il y a la période de 10 ans qui est donnée en fait aux entreprises du BTP quand ils font l'ouvrage, de s'assurer que leur ouvrage est fait dans les règles-là. Et c'est dans le monde, c'est les règles. Et madame Imbulu, le barrage d'Imbulu. Imbulu, je pense que je ne sais pas. Je ne suis pas non plus de la SNCRC, je ne peux pas répondre. Mais je sais que Imbulu a eu des difficultés. Oui. Moi, je prends le secteur où j'ai travaillé, le secteur pétrolier. Les raffineries, chaque année, s'arrêtent pour faire leur arrêt métal. Je ne sais pas si c'est leur arrêt métal qui sont faits, je n'en sais rien. Donc, je ne peux pas répondre à ça. Moi, je sais que moi, dans le secteur pétrolier, de l'industrie pétrolière, chaque an, il y a l'arrêt métal pour vérifier les niveaux des installations avant de reprendre. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. On va avancer dans cette émission. Chris-Antoine Walembo nous a dit ce que fera son candidat Dessin Ngave
quand il sera élu, et Longo, quand il sera élu président de la République. Il y a un défi, puisque cette troisième partie est consacrée aux défis prioritaires que devra relever le prochain président de la République. Le défi, puisque vous ne le dites pas, il faut quand même mettre ça sur la table et qu'on recueille les propositions des uns et des autres, c'est la question du délestage. Ça fatigue les Congolais. Que on soit à côté d'un des fleuves les plus puissants du continent et que même ici à l'hôtel, c'est parce qu'on a eu de la chance que le courant ne s'est pas arrêté pendant l'émission. Bien entendu qu'il y a un groupe autogène de relais, mais entre la coupure et la reprise de la prise de relais, il y a un temps mort qui peut endommager. Comment on fait face à cette problématique-là? Monsieur Kisangou, votre candidat Dave Mafula est élu président de la République. Comment faire pour qu'il y ait plus de délestage au Congo? Alors, merci beaucoup. Ce qui est vrai, je voulais essayer de rebondir un peu sur quelques points, mais je vais aller à l'essentiel. S'il vous plaît. Je vais d'abord dire ceci que je pense que nous sommes en train de parler des infrastructures qui doivent impacter la question de la diversification de l'économie. C'est ça. Malheureusement, les infrastructures que nous avons jusqu'à présent n'accomplissent pas cette mission-là, en fait. Alors, c'est ça le véritable problème. D'où la question, par exemple, du délestage. Oui. Ça ne contribue Infrastructure pas. énergétique. Bien C'est entendu. une infrastructure aussi. Qui a aussi de l'impact Bien sûr. économique, bien entendu, sur la vie des Congolais, par exemple. Alors, comment nous entendons résoudre cela? Puisque c'est d'ailleurs le premier point que nous avons ici. Le président Dave Mafula propose de mettre en place un mécanisme de financement permanent des investissements dans le secteur de l'énergie, afin d'assurer une fourniture en eau et en électricité sans délestage. Concrètement, C'est le premier point. concrètement. Alors, ça consiste en réalité à mettre en place un fonds de financement qui permettra au premier plan, en fait, dès les 100 premiers jours, à renforcer notre système de production, bien entendu, d'énergie, notamment l'électricité, en matériel de qualité, pour ne pas dire en équipement, qui aujourd'hui, nous sommes convaincus, n'arrive pas à supporter, par exemple, la charge de la consommation des clients, en fait. D'où il y a cette affaire de délestage. Mais le président Dave Mafula aussi préconise toujours dans ce sens-là, que avec la production électrique, plutôt hydroélectrique, il y a problème. Il faut renforcer le côté des ressources renouvelables, notamment utiliser les plaques solaires. Et il nous faut développer ce côté-là aussi. Ça, c'est en ce qui concerne, bien entendu, l'électricité. Mais quand nous parlons des infrastructures, il n'y a pas que l'électricité. Il y a certainement les routes, etc. Moi, je pense que Madame Olga, en réalité, ne devait plus nous parler du problème économique ici. Pourquoi? À partir du moment où nous disons ici que nous avons déjà les infrastructures. Alors, qu'est-ce que ces infrastructures rapportent à notre pays, du point de vue économique? Donc, si nous parlons de diversification, moi, je pense que à partir du moment où nous sommes tous convaincus ici que nous avons les infrastructures, c'est-à-dire que nous avons aussi l'argent que nous gagnons à partir de ces infrastructures, mais nous sommes tous ici aussi conscients que nous ne gagnons rien. Ça veut dire quoi? Qu'on a construit des infrastructures qui ne jouent pas sur l'économie de notre pays, qui n'améliorent pas les conditions de vie des populations, d'où nos priorités sont des priorités axées dans le cadre de construire des infrastructures qui vont, bien entendu, impacter la vie des Congolais. Par exemple. Rien n'est fait du tout. Non, mais les infrastructures sont là, mais qui ne produisent absolument rien, en fait. Il n'y a pas de plus-value, en fait. Il n'y a pas de plus-value. Bien entendu. Voilà pourquoi nous proposons ceci. qu'en matière d'infrastructure, nos priorités, il s'agit des priorités du candidat Dave Mafula, porteront, en dehors de l'électricité, sur la réhabilitation des usines que notre pays a déjà connues. Par exemple, l'usine de Kisundi qui est là, et ça déjà, ça pourrait contribuer économiquement à notre pays. Qui fabrique quoi, je pense bien, si je n'entends pas le textile, voilà. Voilà. Et donc, on a par exemple cet élément-là. Il n'y a pas que cela. Nous, dans le projet, il y a aussi la construction d'une usine de production d'emballage. Mais aussi des conditions de... Pardon, pour emballer quoi?
Emballé. Mais bien entendu que nous avons beaucoup à emballer au Congo. Ah, Je vais essayer de donner un exemple. En fait, au Congo, nous vivons dans une sorte d'économie irrationnelle. Permettez que je le dise, en termes de marchandises, que par exemple nos mamans au marché vendent. Si je prends un exemple tout à fait simple, lorsque nous achetons un paquet de biscuits ou 2 paquets de biscuits en fait de 25 francs, si nous sommes à 2, nous avons le même gramme en fait. C'est équilibré en fait. Celui qui produit ne perd pas dans sa production en fait. Tout est rationalisé, c'est calculé, c'est mesuré. Mais chez nous, regardons dans nos rues, nous avons en fait un marché qui est vide, qui est là où l'État peut se faire des sous. Auprès de nos mamans, par exemple, qui vendent les tas d'arachides. Mais si vous en achetez un tas d'arachides à 100 francs, vous êtes à 2, celui-ci aura peut-être, je ne sais pas combien de kilogrammes par rapport à l'autre. En fait, nous pratiquons bien entendu, nous pratiquons dans notre pays un commerce irrationnel. D'ailleurs, si nous disons que notre économie ne marche pas, mais c'est dans ce cadre-là, rien n'est rationalisé dans notre pays. Et malheureusement, l'État n'accompagne pas les populations dans cette rationalisation-là. Mais pourquoi? Mais parce que certainement, moi je suis convaincu que l'État n'y pense pas. Ses priorités sont ailleurs. Le porte-parole du candidat, le Premier ministre Colline Makosso a indiqué il y a quelques jours que l'État entend désormais prendre en compte dans le renforcement du tissu économique national. Ils sont informels. Oh, mais le CFA, qui est d'ailleurs le pan essentiel de l'économie congolaise. Je peux finir peut-être en une seconde pour dire que on a trop avalé ce genre de discours. Et jusqu'à quand nous allons continuer à avaler ce discours de la part de ces systèmes-là? Parce que c'est un système qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et donc, nous allons avancer de discours en discours. Voilà pourquoi, moi, je pense que le peuple congolais doit choisir le candidat du nouveau départ. Le candidat du nouveau départ. Et votre propos est très clair. Eugène Mbungu au bilan. Joseph Kiyombi Mbungu est élu président de la République au soir du 15 mars 2026. Défi prioritaire, mesures prioritaires sur le plan des infrastructures. Vous faites quoi? La dernière fois, je crois qu'à la précédente émission, je disais que nous devons organiser un audit national. C'est-à-dire en matière d'infrastructure, c'est un peu les marchés d'État. Il faut les auditer parce que il y a un peu de pagaille dans ce domaine. Donc vous auditez parce que la volonté, c'est d'avoir le nerf de la guerre parce que tout part de l'argent. Nous avons à faire quoi? Il faut arrêter boucher les vannes de la corruption, les vannes des détournements, réduire la dépense publique parce que tout part de l'argent. Donc, une fois que nous avons de l'argent, à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, il faut revoir... Juste auditer les anciens marchés va vous rapporter de l'argent? Non, je dis ceci. Lorsque vous avez arrêté avec la corruption, parce que des milliards et des milliards se volatilisent, les détournements, le train de vie de l'État, nous aurons de la ressource. Mais pour régler les problèmes des infrastructures, il faut bien avoir de la ressource. Et c'est pour ça que nous disons, la première des choses, arrêter avec la corruption, les détournements, réduire le train de vie de l'État pour avoir de la ressource. Parce que l'objectif que nous visons, nous, ce n'est pas toujours d'aller frapper aux portes de la Banque mondiale ni du Fonds monétaire. Nous avons du potentiel ici sur place. Et une fois que nous avons la ressource, à ce moment-là, les problèmes d'électrification, les problèmes d'adduction d'eau, nous allons les régler. Les problèmes de route, le réseau routier, il est complètement délabré. Donc, c'est à partir de la ressource que nous allons... Complètement délabré? Mais complètement délabré, aller dans les quartiers. Vous, certainement, vous vous promenez ici à Mpila et peut-être au centre-ville, mais allez dans les quartiers. Non, mais attendez, faites l'effort d'aller vous rendre compte par vous-même. Ah, mais c'est ce que je fais. Mais allez-y, mais je vous... Non, mais allez-y. À Bougali. Allez-y au château d'eau. Allez-y. Donc, c'est la ressource qui fera que nous pourrons enfin régler les problèmes d'infrastructure. Le réseau routier qui est délabré, la SNE qui est en faillite, l'eau qui pose des problèmes. Donc, c'est avec le nerf de la guerre que nous aurons réglé ces problèmes. Très bien. Madame Akila Ngongo, les problèmes sont là. Mais c'est important aussi ce que vient de dire monsieur Eugène Mbungu. Bilan, en parlant du FMI et de la Banque mondiale, il y a
un ancien président, le président Olusegun Obasanjo du Nigeria, qui disait l'autre fois, si j'ai un conseil à donner aux États africains, c'est de se méfier du FMI et de la Banque mondiale. Les conditionnalités sont compliquées, on endette les États durablement et le service de la dette empêche de réaliser, d'avoir une marge de manœuvre suffisante. Alors, le président Denis Sassou Nguesso est réélu. Effectivement réélu au soir du 15 mars 2026. Sur le plan des infrastructures, c'est vrai, vous avez des mesures qui sont énoncées ici, mais il y a des priorités. Et par rapport à la question du délestage, est-ce que le cadre cognitif existe chez vous? La réflexion existe par rapport à comment on s'attaque à ce problème? Bien. Donc, ce que je devrais dire ici, nous devons dire ici, c'est qu'il faut partir d'abord des fondamentaux de ce secteur. Oui. Quand on voit le niveau de consommation demandé pour produire, c'est 700 mégawatts. Mais quand on voit la charge installée en production, on a 854 mégawatts de production. C'est-à-dire que c'est pas une question de production, c'est une question de distribution que nous avons au niveau du Congo. À savoir qu'on a effectivement un réseau de distribution versus qu'il faut réhabiliter. Il n'y a pas d'infrastructure de distribution. Il y en a, mais c'est ancien. D'accord. Donc il faut pas que les équipements. Là, on parle de la distribution, à savoir Absolument. quitter de votre transfo pour arriver chez vous à la maison. Donc, c'est pas les transfos, parce que vous avez entendu parler des transfos, etc., qui sont vieux, pour vous, il faut tout jeter. Donc, rien n'est fait, etc. Non, c'est pas ça. Non, je vous écoute, je vous entends, hein, je vous écoute très bien, mais nous devons aussi, comme disait tout à l'heure, monsieur Walembo, reconnaître ce qui est fait. Bien sûr. Il faut reconnaître ce qui est fait et reconnaître les défis pour le futur. Si notre candidat est élu, il sait très bien notre candidat. Il est conscient du fait que aujourd'hui, l'État ne peut plus tout faire. Parce que l'ère de l'État-providence n'existe plus. Donc, c'est pas l'État de construire les usines, etc. Même les hôtels, c'est pas l'État de le faire. L'État devait être là pour faire quoi? En tant qu'un État responsable, donc mettre en place des structures qui accompagnent. C'est ça le rôle de l'État. Mais dans nos environnements, l'État souvent se substitue au secteur privé pour faire certaines choses. Et ça ne devait pas pouvoir être le cas. Si l'État n'avait pas se substituer au secteur privé, à ce moment-là, l'État devait se centrer, et c'est ce qui est dit par notre candidat, sur les infrastructures de base qui jouent un impact important sur notre économie. Le travail avait déjà été amorcé par rapport à la marche vers le développement. Là, nous devons accélérer cette marche pour faire en sorte que nous puissions asseoir une base d'infrastructures qui permettent à ce que l'économie puisse se diversifier. Et là, on chute sur notre thématique de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut une infrastructure de base bien stabilisée pour développer notre économie, donc diversifier l'économie. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Olga Akilangogo, je rappelle que vous êtes porte-parole du candidat Denis Sassou Nguesso en charge des questions d'infrastructure et de diversification économique. Merci d'avoir participé à cet échange. Chris-Antoine Walembo, merci à vous également d'avoir participé à cet échange. On souhaite plein succès à votre candidat destin. Gavé Jocely Espoir Kisango, merci à vous également, vous qui avez représenté dans cette émission Ufrem Mafla. Merci d'avoir participé à cet échange. Joseph Mbungu, Eugène, c'est plutôt votre candidat qui s'appelle Joseph Kiyambungu. Merci d'avoir participé à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission consacrée aux infrastructures au Congo, à la thématique très importante des infrastructures comme levier de diversification économique. C'était donc la thématique de notre émission que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de débat de la présidentielle au Congo et c'est en direct de Brazzaville. Merci à vous. Merci.